6 continents séparés par de vastes étendues d'eau. C'est l'image familière de notre planète que nous partageons tous depuis l'enfance. Mais la Terre n'a pas toujours ressemblé à ça. Depuis 4,6 milliards d'années, notre planète a connu de nombreuses ères géologiques. Durant certaines d'entre elles, presque toute sa surface était recouverte de glace, alors qu'à d'autres périodes, au contraire, les calottes polaires ont complètement fondu. Dans un passé lointain, les continents n'étaient pas disposés comme ils le sont aujourd'hui. Des blocs terrestres se déplacent les uns par rapport aux autres, ce qui entraîne un mouvement, une collision de continents et l'émergence de supercontinents qui unissent la quasi-totalité des terres émergées. Il y a environ 335 millions d'années, il n'y avait qu'un seul supercontinent, constitué d'une grande partie de la surface terrestre. On l'appelle la Pangée, ce qui signifie la terre entière en grec ou toutes les terres en grec. Plus tard, il y a environ 200 millions d'années, cette immense masse continentale a commencé à se fracturer par le mouvement des plaques tectoniques et à se séparer en continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Penser à tous les continents qui se rassemblent comme un puzzle, c'est incroyable. Il est également incroyable que les tremblements de terre et la tectonique des plaques aient pu pousser autant de terre pour créer le monde que nous connaissons aujourd'hui. La vie à l'époque de la Pangée était différente de celle d'aujourd'hui. Le climat était plus chaud et plus sec. La vie des animaux et des plantes était complètement différente. La plupart des animaux ont subi une extinction massive. Les amphibiens ont essayé de s'adapter aux nouvelles conditions de différentes manières. Certains ont augmenté leur taille, ou au contraire, l'ont diminuée. D'autres ont acquis des couvertures plus denses, semblables à des coquillages, afin de mieux retenir l'humidité précieuse pour le corps. Des animaux inhabituels sont apparus. Quant à la flore, les fougères, les lycopodes et les prêles, eux, ont presque disparu. Mais des plantes plus résistantes à la sécheresse, comme les conifères, se sont, elles, propagées. La Pangée ressemblait alors à un monde mystique, où la Terre semblait exister depuis toujours, et où les animaux et les plantes vivaient dans des endroits que nous ne pourrions même pas imaginer. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous traverserons le temps pour remonter à l'époque du dernier supercontinent que la Terre ait connu. Avant de partir pour explorer un monde unique et mystérieux, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Le mot Pangée vient des mots grecs pan, qui signifie tout, et Gaïa, qui signifie terre, qui veut donc dire toutes les terres. Ce nom désigne parfaitement le supercontinent, car autrefois la Pangée n'était qu'une seule terre, puisque toutes les terres étaient alors rassemblées en un seul endroit. Un supercontinent est un continent composé de la majeure partie ou de la totalité de la masse terrestre de la Terre. Le supercontinent le plus récent à inclure toutes les masses terrestres majeures et sans doute le plus célèbre de la Terre était la Pangée. Les supercontinents se sont sporadiquement rejoints et rompus au cours de l'histoire géologique de la Terre. Rappelons que l'histoire géologique de la Terre est une séquence d'événements dans le développement de celle-ci en tant que planète. Parmi ces événements figurent la formation de roches, l'émergence et la destruction de reliefs, l'avancée et le recul des mers, les glaciations, l'apparition et la disparition d'espèces d'êtres vivants. La définition la plus moderne souligne que le supercontinent est une formation géologique
qui, avec sa structure, affecte la répartition des flux de chaleur, des masses d'air de la Terre, etc. Il s'agit d'une grande structure, mais qui ne réunit pas nécessairement tous les blocs continentaux. Dans un passé lointain, tous les continents formaient un tout unique, le supercontinent Pangée. Cet immense continent a commencé à se former il y a environ 335 millions d'années, c'est-à-dire au cours de la période paléozoïque. De nombreuses données géologiques, paléontologiques, paléoclimatiques et géodésiques qui existent aujourd'hui peuvent être considérées comme une preuve solide que les continents étaient autrefois adjacents, puis séparés les uns des autres. Entre eux, des bassins océaniques se sont ouverts, mais ils faisaient néanmoins autrefois partie d'une seule structure planétaire à l'échelle gigantesque, la Pangée. Au cours du processus de formation de la Pangée à partir de continents plus anciens, des systèmes montagneux sont apparus sur les lieux de leur collision. Certains d'entre eux existent encore à ce jour, comme avec l'Oural ou les Appalaches. Ces premières montagnes sont beaucoup plus anciennes que les systèmes montagneux relativement jeunes, comme les Alpes en Europe, la Cordillère d'Amérique du Nord, les Andes en Amérique du Sud ou encore l'Himalaya en Asie. En raison de l'érosion qui dure depuis plusieurs millions d'années, l'Oural et les Appalaches sont aujourd'hui des montagnes basses. La majeure partie de ce supercontinent était concentrée dans l'hémisphère sud. Le seul océan qui l'entourait s'appelait Pantalassa. La vie durant la Pangée était différente de celle d'aujourd'hui. Le climat était plus chaud et la faune et flore étaient complètement différents. La Pangée s'est divisée il y a environ 150 à 220 millions d'années en deux continents. Le continent nord de l'Eurasia s'est ensuite divisé en Eurasie et en Amérique du Nord, tandis que le continent sud du Gondwana a ensuite donné naissance à l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. Les supercontinents existaient plus tôt, par exemple Rodinia, qui s'est désintégré il y a environ 750 millions d'années, et selon certaines prévisions à l'avenir, les continents se réuniront à nouveau en un supercontinent appelé Pangée Ultima dans environ 250 millions d'années, lorsque l'Afrique, l'Amérique et l'Eurasie entreront en collision. Depuis le XVIIe siècle, les scientifiques tentent d'expliquer l'origine de notre planète, ainsi que sa topographie caractéristique. Dans ce contexte, le célèbre physicien anglais Robert Hooke, un rival de Newton, attirant l'attention sur le fait que les restes d'animaux marins se trouvaient loin de la mer, a conclu que les contours des mers et des terres avaient changé à plusieurs reprises tout au long de l'histoire de la Terre. Mais au début du XXe siècle, la plupart des géographes pensaient que le rapport des mers et des continents était resté inchangé depuis l'Antiquité. Le relief de la planète n'aurait changé que parce que ses entrailles se sont progressivement refroidies et qu'elle s'est contractée de manière inégale. D'autres pensaient que les montagnes naissaient de l'accumulation de roches sédimentaires. La science est reconnaissante envers le météorologue et astronome allemand Alfred Wegener pour les diverses justifications de deux idées géologiques fondamentales. Premièrement, pour l'idée de la dérive des continents, et deuxièmement, pour l'hypothèse que dans le passé lointain de notre planète, tous les continents actuels pouvaient former un seul supercontinent géant, la Pangée. Selon Wegener, tout a commencé pendant son séjour à l'université de Marbourg en 1910, lorsque son colocataire a reçu la dernière édition de l'Atlas des couleurs de la Terre pour Noël. L'idée de déplacement des continents
est survenu pour la première fois à Wegener lorsqu'en étudiant la carte du monde, il a été frappé par la similitude des contours des côtes des deux bordures de l'océan Atlantique. À l'automne 1911, Wegener avait pris connaissance des données paléontologiques sur la cohérence terrestre passée entre le Brésil et l'Afrique, dont il ne savait rien auparavant. Cela l'avait amené à analyser les résultats d'études géologiques et paléontologiques pertinentes sur cette question. Après avoir étudié ces données, il était convaincu de la justesse fondamentale de son idée. Inspiré par son concept inhabituel, Wegener, âgé de 31 ans, osa le présenter le 6 janvier 1912 au congrès de l'Association géologique allemande à Francfort-sur-le-Main. Wegener a expliqué que les continents n'avaient pas toujours été là où nous les voyions sur la carte. Tout au long de l'histoire de notre planète, ils avaient changé de position. Néanmoins, l'hypothèse de la dérive des continents n'a pas été reçue positivement par les adeptes des idées fixistes sur la genèse du relief terrestre et elle a fait l'objet de vives critiques. L'idée même que des parties de la croûte terrestre, y compris les continents, puissent se déplacer à la surface de la planète leur paraissait absurde. Cela contredisait tout ce que la science savait à l'époque. La communauté scientifique a accueilli la théorie de Wegener avec hostilité en le jugeant inexpérimenté, peu familier même avec les développements bien connus de ses prédécesseurs, et a rejeté son hypothèse tentant d'aller à l'encontre du paradigme apparemment déjà parfaitement fonctionnel et dominant du fixisme. La théorie expliquait de manière convaincante un certain nombre d'événements de l'histoire de notre planète, mais en fait elle était mal argumentée. Wegener n'a pas su expliquer quelle force pouvait bien déplacer des continents entiers. Les partisans de cette théorie supposaient que les continents constituaient les restes de la plus ancienne croûte de la Terre qui aurait surgi à la suite de la fonte des entrailles du début de l'histoire terrestre. Ces restes étaient supposés alors solidement fixés dans certaines zones de la planète et la croûte terrestre considérée comme capable uniquement d'effectuer des mouvements verticaux vers le bas, formant le lit de l'océan, ou vers le haut, générant les continents et les montagnes. Les déplacements horizontaux étaient admis, mais considérés comme très mineurs. Dans le même cadre, on pensait que le principal moteur du changement était la chaleur interne de la Terre qui se refroidissait. En plus, il considérait que les cercles géologiques respectables des deux côtés de l'Atlantique, et particulièrement en Amérique du Nord, ne montraient aucune cohérence. En tout cas, l'idée était considérée comme non soutenue par des faits et mécaniquement invraisemblable. Pendant longtemps, son rôle dans la sphère d'intérêt de la majorité des géologues a donc été négligeable. Convaincu par son idée qui apporterait un nouveau regard sur l'histoire géologique de la planète, Wegener n'abandonna pas le travail qu'il avait commencé. Sa poursuite fut facilitée non seulement par sa persévérance, mais aussi par le fait que les critiques n'avaient toujours pas pris la peine d'analyser sérieusement les arguments de Wegener en faveur d'un nouveau point de vue. C'est ainsi que l'auteur de l'hypothèse commença une recherche méthodique et complète de données qui pourrait apporter encore plus de clarté aux problèmes qui l'intéressaient. À la suite de tous ces travaux de recherche, le livre « L'origine des continents et des océans » a été publié en 1915, contenant non seulement le nouveau concept lui-même, mais également sa justification solide et polyvalente. Après cela, il n'était plus évident d'ignorer l'hypothèse novatrice. Et malgré la situation générale défavorable associée à la pression du paradigme fixiste, des chercheurs sérieux et intéressés à l'hypothèse de la dérive des continents ont commencé à se faire connaître.
La contribution la plus importante à la vulgarisation de sa théorie a été apportée par le géologue britannique Arthur Holmes. Il a suggéré que de puissants flux convectifs de matière dans les profondeurs de la Terre pourraient être la force motrice des continents. Les masses chaudes monteraient lentement de l'intérieur de la planète, tandis que les roches plus froides s'enfonceraient progressivement plus profondément. Le Sud-Africain Alexander Logie du Toit, l'un des plus grands géologues de terrain au monde, devint le principal disciple de Wegener à cette époque. Certes, acceptant le concept de la dérive des continents et s'appuyant sur sa propre expérience, Du Toit a commencé à défendre l'idée que dans un passé lointain, il n'y avait pas un supercontinent continu Pangée, mais deux supercontinents, l'Eurasie et Gondwana, séparés par l'ancien océan Tethys. C'est alors que les idées du géologue autrichien Eduard Suess, telles que l'ancien océan Tethys et l'ancien continent Gondwana, qui comprenaient l'Afrique centrale et du Sud, Madagascar et la péninsule de l'Inde, se sont avérées utiles. Cependant, l'idée ultérieure de Gondwana elle-même a également commencé à faire référence à l'Amérique du Sud, à l'Australie et à l'Antarctique, et donc à ce supercontinent. À son tour, le terme de l'Eurasie désignait un seul supercontinent hypothétique ancien d'Amérique du Nord et d'Eurasie. On s'est aperçu plus tard que les dorsales médiaux océaniques s'étendaient à travers le globe, et en 1953, les physiciens américains Maurice Ewing et Bruce Heaton ont découvert que les tranchées s'étendaient le long des dorsales sous-marines en des failles profondes dans la croûte terrestre. Quelques années plus tard, un autre scientifique américain, Harry Hess, suggéra que le système de dorsale médiane était une zone où une nouvelle croûte océanique était constamment en train de naître. Le magma chaud se précipite à travers les failles vers la surface, écartant les sections du fond marin situées de part et d'autre de la tranchée. Ainsi, la principale force motrice de la tectonique des plaques mondiales avait été découverte. Depuis le milieu des années 1960, l'hypothèse de Wegener s'est finalement imposée dans le milieu scientifique, devenant la base de la géographie moderne. Le changement positif de l'intérêt de la communauté scientifique de l'époque pour le concept de Wegener était dû au fait que l'auteur de l'hypothèse était parvenu à rassembler toute une série d'arguments à son appui. Les preuves géologiques de la dérive des continents ont attiré l'attention en raison de la très étrange similitude des côtes atlantiques d'Amérique du Sud et d'Afrique, ainsi qu'en raison de la compatibilité des plis de relief d'un continent avec les plis de relief d'un autre, comme s'il s'agissait de lignes d'un texte déchiré. Les preuves présentaient aussi une similitude des coupes géologiques sur des continents opposés. Pendant ce temps, un coup d'œil sur la carte du monde montrait qu'il existait une possibilité encore non discutée mais très intéressante dans la reconstruction de la Pangée. Sur une map monde, on peut voir que la péninsule ibérique, sur laquelle se trouvent aujourd'hui l'Espagne et le Portugal, est très cohérente en taille et en forme avec le golfe du Mexique. En plus, on constate que la péninsule de Floride qui couvre la baie, à en juger par la carte, est étonnamment bien coordonnée avec le golfe de Gascogne en Europe. Également, il est édifiant de relever que des gisements de métaux lourds rares tels que l'ilménite, le rutile, le zircon et la monazite, qui sont exploités au large des côtes de la Floride, dans le golfe du Mexique et de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais aussi au large de la péninsule ibérique. En outre, les preuves paléontologiques ont permis d'expliquer le phénomène de distribution au Paléozoïque et au Mésozoïque des mêmes espèces de plantes et d'animaux sur des continents opposés, apparemment complètement séparés par les eaux océaniques.
La nouvelle proposition s'est avérée très importante à cet égard, car l'ancienne explication des géologues fixistes ne convenait pas aux biologistes spécialistes de la faune et de la flore des époques anciennes. La proximité historique de ces parties particulières de la planète est également soutenue par les données de la biologie et de la paléontologie. Ainsi, depuis longtemps, le mystère des anguilles quittant les fleuves européens de façon étrange afin de nager 6000 km pour rejoindre la mer des Sargasses, située juste au-dessus de la péninsule de Floride, pour frayer, a longtemps été évoqué. Il est possible que ce ne soit qu'un atavisme. Il y a 130 millions d'années, les anguilles pouvaient frayer dans la région de la mer des Sargasses lorsque les continents étaient plus proches les uns des autres. Les anguilles se sont installées en Europe, même dans la région des îles britanniques, ce qui signifie que dans les temps anciens, le même golfe de Gascogne aurait dû être proche non pas de la partie nord de l'est du continent nord-américain, mais de sa partie sud. Ceci est également démontré par l'histoire des limules, surnommés crabes fer à cheval. Aujourd'hui, ces limules ne peuvent être capturées que dans la mer des Sargasses et dans le golfe du Mexique. Cependant, il est curieux que, en juger par le stand « Zone de répartition des crabes fer à cheval » du musée zoologique de Moscou, des fossiles de crabes fer à cheval se trouvent aussi dans la zone des îles britanniques. Cela signifie encore une fois qu'il semble que le nord de l'Europe était situé quelque part très près de la baie de Mexico. L'auteur de la nouvelle hypothèse a également utilisé des données paléoclimatiques qui n'étaient qu'un domaine d'intérêt secondaire pour le météorologue Wegener. Ces données ont également confirmé sa position. Elles ont permis de déterminer la position des continents grâce à leur appartenance à des zones paléoclimatiques et à des traces de glaciation. Et pourtant, tous ces arguments et ces preuves n'ont pas été considérés par la communauté géologique comme décisifs et suffisants. Après tout, le mécanisme pour générer une telle dérive des continents n'était pas encore clairement établi. Par la suite, après la mort d'Alfred Wegener en 1930 lors d'une expédition sur la calotte glaciaire du Groenland, l'hypothèse de la dérive a commencé à perdre progressivement ses partisans. Les opposants ont également travaillé activement à la décrédibiliser, attaquant Wegener avec des critiques désormais sans réponse, surtout en raison de son explication infructueuse de la cause de la dérive. C'est pourquoi l'hypothèse est passée dans l'ombre à tel point que le mobilisme a été sorti du champ de la science officielle et a donc été éliminé des programmes des études universitaires. Toutefois, comme c'est généralement le cas, l'idée rejetée n'a pas complètement disparu. Elle fut rappelée à nouveau dans le cadre de la recherche active du magnétisme terrestre qui s'est déroulée après la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'avec le sondage intensif du fond de l'océan à l'aide de l'écholocation. Toutes ces preuves ont alors souligné que dans les temps anciens, la péninsule ibérique se situait dans l'étreinte du golfe du Mexique. De nouveaux arguments nécessaires pour tester et développer l'hypothèse ont été retenus et des théories en faveur de l'hypothèse ont été développées. Il s'est alors avéré que toute la croûte terrestre était divisée en vastes parties séparées, appelées plaques. Ce ne sont pas les continents eux-mêmes qui sont en mouvement, mais bien les plaques sur lesquelles les continents sont fermement adhérés. La force motrice de ce mouvement est expliquée par des flux de chaleur en convection de la matière du manteau terrestre, c'est-à-dire des gigantesques circulations. Ainsi, depuis le début des années 60, l'hypothèse de Wegener, enrichie de nouveaux arguments, connaît une véritable renaissance. On l'appelle désormais la tectonique des plaques.
Comme nous le savons aujourd'hui, la croûte terrestre se compose de 7 grandes plaques et d'un certain nombre de petites plaques lithosphériques couvrant toute sa surface. Elles bougent, se heurtent, s'éloignent, s'accrochent au bord ou plongent les unes sous les autres. Lorsque 2 plaques océaniques ou des plaques océaniques et continentales entrent en collision, une zone de subduction se forme. Le bord de l'une des plaques plonge dans les profondeurs de l'autre plaque et fond complètement à une profondeur d'environ 100 km où règnent des températures de 1000 à 1500 degrés Celsius. Une chaîne de montagnes volcaniques se forme le long du bord de l'autre plaque. Les tranchées en haute mer se trouvent souvent dans les zones de subduction. Un exemple de ce phénomène est la fosse des Mariannes, qui a surgi lors de la collision des plaques des Philippines et du Pacifique. Également, lorsque 2 plaques continentales entrent en collision, des systèmes de hautes montagnes se forment comme les Alpes ou l'Himalaya. La chaîne de l'Himalaya est née lors de la collision de la plaque indo-australienne avec la plaque eurasienne, qui s'est produite il y a environ 40 millions d'années. L'Inde se déplace maintenant vers le nord à un rythme de 5 cm par an, et donc l'Himalaya continue de croître. Souvent, les plaques ne se heurtent pas de front, mais elles glissent côte à côte en s'accrochant au bord. La tension résultante est déchargée sous forme de secousses sismiques, parfois très puissantes. Ainsi, dans la région de la Californie, où la plaque nord-américaine glisse le long du Pacifique, et à la suite d'une telle activité sismique, la faille de San Andreas s'est formée. Avec l'avènement de la tectonique globale des plaques, la vision de l'évolution de notre planète a radicalement changé. Il n'est donc pas étonnant que cette théorie soit mise sur un pied d'égalité avec la théorie de l'évolution de Darwin et la théorie de la relativité d'Einstein. Mais est-elle vraiment si parfaite ? Ces dernières années, la vision déjà classique du mouvement des plaques lithosphériques évolue progressivement à mesure de l'augmentation des connaissances. C'est pour cela que la tectonique des plaques apparaît comme une sorte de mécanisme d'autorégulation auquel participent tous les systèmes qui composent notre planète. On sait par exemple que les montagnes ont une très grande influence sur le climat de la Terre. Mais maintenant, il devient clair que le climat affecte également les processus tectoniques qui se déroulent dans ces profondeurs. Un exemple est celui des Andes, un système montagneux qui a surgi là où la plaque océanique de Nazca est subduquée sous la plaque sud-américaine. Dans la partie sud des Andes, le climat est humide, ce qui contribue au développement des processus d'érosion. Par conséquent, une grande quantité des dépôts sédimentaires pénètrent dans l'océan Pacifique, ce qui permet de diminuer l'impact des plaques. Dans les parties nord et centrales des Andes, le climat est sec. Presque aucun dépôt sédimentaire ne se forme ici, et donc la plaque océanique gratte littéralement le bord du continent. La force de frottement des plaques ici est si grande que le système montagneux des Andes situé le long de la côte s'élève de plus en plus haut. Par conséquent, les nuages de pluie ont de moins en moins de chances de franchir ce mur qui s'est dressé sur leur passage. Les scientifiques continuent de discuter de la raison pour laquelle les plaques lithosphériques bougent. Il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette question, tout comme à l'époque de Wegener. La plupart sont d'avis que la principale force motrice est constituée des courants de convection lents qui surviennent en raison du transfert de chaleur entre le noyau en fusion de la Terre et son manteau. Mais cette explication ne s'accorde pas bien avec l'image des mouvements tectoniques que nous observons. Les partisans d'une autre théorie se fondent sur le fait qu'il existe 2 centres de convection dans les profondeurs de la planète. Le principal centre de convection
se trouve sous l'Afrique. Un autre centre est situé de l'autre côté du globe, c'est-à-dire sous la plaque Pacifique, dont la taille diminue progressivement. Ainsi, l'idée de Wegener a marqué le début d'une révolution grandiose dans notre vision de la nature de la Terre. Cette révolution n'est pas terminée, elle se poursuit doucement. Les scientifiques demeurent toujours confrontés à deux questions fondamentales sur le supercontinent de la Pangée. Comment et pourquoi notre supercontinent s'est-il formé, mais aussi pourquoi s'est-il scindé en plusieurs parties? Les réponses à ces questions ne sont pas si évidentes. Les scientifiques ne s'accordent toujours pas sur une version unique du déroulement des événements et plusieurs théories valables sont en concurrence. La modélisation moderne de cette ancienne époque de l'histoire géologique de la Terre a montré que l'assemblage de supercontinents de type Pangée, dans un passé lointain, s'est même produit plus d'une fois. Environ 800 millions d'années après le début de la décomposition du supercontinent précédent, un nouveau supercontinent s'est formé et tous les événements de la Genèse se sont répétés. Ainsi, la Pangée désigne le supercontinent le plus proche de nous dans le temps. En l'espace de moins d'un siècle, le modèle expliquant la formation de la Pangée a été modifié à plusieurs reprises. Si Wegener reconstituait la partie nord de la Pangée ou la Laurasie, en supposant que le coin nord-est de l'Amérique du Nord ou la péninsule du Labrador était autrefois inclus dans le creux du golfe de Gascogne, la reconstruction moderne est différente et elle n'est pas très intelligible en comparaison avec la reconstruction de la partie sud de la Pangée ou le Gondwana. La plupart des chercheurs pensent que tout se trouve dans le manteau terrestre. Probablement, les plaques tectoniques se déplaçaient en raison du réchauffement du manteau dû à la désintégration radioactive, ce qui a provoqué la formation de la Pangée, en plus de sa scission en continents séparés. De tels processus ne se produisent pas constamment. C'est pourquoi il a fallu si longtemps pour que les supercontinents se forment et se séparent. N'est-ce pas incroyable que la puissance que dégage le manteau terrestre a pu, à un tel point, affecter l'apparence de notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui? Il y a environ 150 millions d'années, la Pangée s'est complètement disloquée. Mais qu'est-ce qui a fracturé cette grande étendue terrestre? Le continent est-il devenu victime de sa taille gigantesque qui l'a brisé? Il y a environ 120 millions d'années, l'immense continent situé dans l'hémisphère sud, le Gondwana, s'est également disloqué. Mais alors, comment est-ce arrivé? Déclenchés par des courants de convection de chaleur profonde de la planète, les continents se déplacent à la surface. La Pangée s'est scindée et la forte adhésion des continents a cessé. Imaginez une pellicule à la surface d'un breuvage chaud. Ce seront les plaques continentales au-dessus de la matière planétaire, bouillant dans un courant continu, aussi vieux que la Terre elle-même. De nombreux experts pensent que l'apparition de la Pangée a bouleversé l'équilibre des masses sur la planète. Ce déséquilibre a même affecté la rotation de la Terre. L'amas lithosphérique a fini par se briser en deux grands morceaux, le Gondwana et la Laurasie, qui, à leur tour, ont également commencé à se désintégrer. Cela s'est produit plus d'une fois dans l'histoire de la Terre. D'autres supercontinents apparus bien avant la Pangée ont connu un destin similaire. C'est le cas de Rodinia, un ancien supercontinent dont l'époque de la formation est encore en discussion, même si les scientifiques pensent qu'il existait il y a environ 1 milliard d'années et qu'il a commencé à se briser il y a 750 millions d'années. Les lignes de faille de la Pangée
traverserait vraisemblablement des zones de plaques lithosphériques affaiblies lors de collisions avec d'autres plaques, comme les zones où une immense île ou un autre continent était autrefois lié à un continent. La scission s'est produite de telle manière que le Gondwana a uni l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Australie, l'Afrique et l'Antarctique. La Laurasie comprenait alors les territoires actuels de l'Asie, de l'Europe, du Groenland et de l'Amérique du Nord. Sur le site de la scission de ces deux bords, l'océan Atlantique a commencé à s'étendre progressivement à mesure que la croûte océanique s'ajoutait dans la zone de la dorsale médio-atlantique et que l'Afrique s'éloignait de l'Amérique du Sud. L'Inde s'est détachée de l'Afrique, laissant derrière elle un morceau, Madagascar, pour se diriger vers l'Asie. Ainsi, l'Asie s'est rétrécie en de gigantesques plis que nous appelons l'Himalaya. Sur les photographies satellites, le bord de la plaque continentale semble avoir été écrasé. Tu peux même sentir à quel point la pression colossale a poussé l'Everest vers le haut. De l'espace, les montagnes ont l'air d'avoir été créées aussi facilement que les plis d'une nappe. D'autre part, le rapprochement tectonique entre l'Afrique et l'Europe a aussi causé la formation des Alpes. Pour expliquer cette fragmentation, les scientifiques ne se sont toujours pas mis d'accord. En effet, certains sont convaincus que le rôle principal dans l'éclatement des continents n'a pas été joué par les processus tectoniques qui provoquent l'étirement et la fissuration de la croûte terrestre. Les géologues ont longtemps prêté attention à la crête insulaire située dans la partie centrale de l'océan Pacifique, où sont localisées les îles hawaïennes. Ici, une chaîne de volcans s'étend sur près de 3500 km. Les plus jeunes d'entre eux, Mauna Loa et Kilauea, rejettent encore de la lave. Le plus lointain et le plus ancien de ces volcans était actif il y a plus de 40 millions d'années. Tous ces volcans ont été générés par le soi-disant point chaud. Il s'agit d'un épanchement de magma où un flux de matière chaude monte des couches profondes du manteau et qui creuse un trou dans la lithosphère. C'est là qu'intervient le volcan. Le point chaud est généralement considéré comme immobile dans le manteau, tandis que la lithosphère se déplace lentement au-dessus de lui. De ce fait, le volcan s'éloigne progressivement de la chambre magmatique et s'éteint. Mais à côté de cela, un nouveau volcan surgit, tout comme sur une feuille de papier, qui est lentement conduite sur une bougie allumée, une chaîne de taches brunes apparaît. Ainsi, une chaîne de volcans d'âges différents s'est formée le long de la dorsale sous-marine hawaïenne. La lave liquide s'écoule calmement des volcans hawaïens, sans explosion destructrice et sans danger. Elle se répand autour du cratère et se solidifie tranquillement, s'effritant maintenant en de nombreux blocs angulaires, maintenant suspendus avec une écorce noire et lisse. Pourtant, ces volcans n'étaient pas toujours aussi calmes. Il y a eu des périodes plus chaudes dans l'histoire de la Terre. Les scientifiques ont découvert des couches de lave gelée d'1 kilomètre d'épaisseur. Leur superficie dépasse la superficie de la péninsule scandinave. De toute évidence, les volcans ici ne se sont pas calmés depuis plusieurs millions d'années. On pense que la raison de ces éruptions puissantes a été causée par des jets du manteau d'une force sans précédent, glissant facilement à travers la lithosphère. Mais qu'est-ce qui pourrait donner naissance à ces jets géants? Apparemment, des zones de chauffage anormales. Au fond des océans, la croûte terrestre est très mince, seulement une douzaine de kilomètres. Des roches chaudes se trouvant juste en dessous réchauffent cette mince enveloppe pour se frayer un chemin vers la surface. Mais sous les continents, l'épaisseur de la croûte atteint 30 à 80 km. Un tel bouclier protège de manière fiable de la chaleur qui règne dans les entrailles de la Terre. Cependant, si le continent atteint certaines dimensions critiques, une quantité anormalement importante de chaleur s'accumule sous lui. De ce fait,
un jet chaud de matière s'élève du manteau mais ne peut remonter. La lithosphère ne conduit pas bien la chaleur et elle constitue donc un isolant thermique. Ensuite, la substance fondue se répand sur les côtés. Un flux convectif horizontal se forme. Dans le même temps, des roches incandescentes sortent des entrailles de la Terre. Ce puissant courant traverse la couche supérieure de la lithosphère et après avoir miné l'épaisseur du continent, il le déchire et se déverse à la surface. Des éruptions volcaniques prolongées commencent. Si cette hypothèse est correcte, alors le long de la ligne auquel le continent se sépare, de nombreux volcans apparaissent. Des traces d'anciennes éruptions ont sans aucun doute été conservées le long d'une partie de la côte atlantique de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Europe, là où se trouvait la fissure qui divisait la Pangée. En fait, le long de ces rives de l'océan Atlantique s'étendent de vastes couches de basalte qui sont apparues précisément à cette époque où la Pangée se brisait progressivement en 2 fragments. Pourtant, les faits recueillis jusqu'ici sont trop peu nombreux pour privilégier l'une des 2 hypothèses. Les mêmes hypothèses peuvent expliquer également l'effondrement du Gondwana. C'est le plus grand continent jamais situé dans l'hémisphère sud de la Terre qui comprenait l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Inde et Madagascar. C'est depuis environ 160 millions d'années que le Gondwana et la Laurasie ont commencé à se diviser en continents qui nous sont familiers en laissant entre eux des espaces devenus de nouveaux océans, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique. La carte de la Terre a progressivement acquis son aspect connu. C'est au cours de la période paléozoïque que la Pangée est devenue un seul supercontinent. La durée de l'existence de ce supercontinent est d'environ 290 millions d'années. Cette période a été marquée par l'émergence de divers organismes vivants et s'est terminée par leur extinction massive. Toutes les roches qui se sont formées à cette époque sont attribuées au groupe paléozoïque. Alors que ce supercontinent se séparait lentement le long du rift, la mer faisait périodiquement intrusion dans les vallées en développement. À la fin de ce processus, le monde physique était transformé. La nouvelle redistribution géographique des continents provoqua des conséquences importantes tant sur le climat que sur le cours de l'évolution biologique. La circulation de l'eau dans les océans, connue comme le principal mécanisme de transfert de chaleur d'une région de la surface terrestre à une autre, a radicalement changé la vie sur notre planète du fait de la redistribution des continents. Les bassins océaniques nouvellement formés sont devenus des barrières à la propagation de la vie végétale et animale, en particulier pour les habitants des terres, mais cette modification a également affecté les organismes marins. La scission et l'effondrement de la Pangée ont été si déterminants dans la formation de notre monde moderne, affectant tout, de la distribution de la vie animale à notre climat actuel, qu'il faut s'y pencher plus en détail. À la fin de l'ère paléozoïque, une partie de l'océan qui entoure la Terre a fait intrusion dans la Pangée, vers l'ouest, dans la région que nous appelons aujourd'hui la mer Méditerranée. Finalement, cette invasion des eaux s'est propagée plus à l'ouest, divisant la Pangée et séparant ainsi l'Europe et l'Afrique. Le bassin latitudinal résultant est devenu une mer à part entière, connue des géologues sous le nom d'océan Téthys. Sa formation a eu un impact significatif sur le climat mondial, car elle a permis aux courants océaniques latitudinaux de le traverser. Le processus de déchirure de la croûte continentale s'est déplacé encore plus à l'ouest, séparant l'Amérique du Sud de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. L'eau de mer les inondait périodiquement au début de leur développement, puis s'évaporait, avec des dépôts de sel qui se formaient. Ces évaporés triasiques se trouvent aujourd'hui le long de la bordure nord-ouest de l'Afrique et dans de nombreuses régions d'Europe.
Il y a des indices qu'à la fin du Paléozoïque, le climat était extrêmement sec, en particulier l'intérieur du continent de la Pangée. Une partie de ces données nous est donnée par la faune et la flore, conservées dans les vestiges fossilisés et par les roches sédimentaires. Les chercheurs pensent que les parties centrales du supercontinent étaient très arides car les pluies se faisaient très rares. Ce climat désertique était dû au fait que ces territoires étaient entourés de hautes montagnes qui retenaient l'afflux de nuages de pluie dans certaines régions. En outre, l'abondance de grès et les dunes des sables pétrifiés sont une caractéristique révélatrice. Dans le monde d'aujourd'hui, les dunes de sable caractérisent les conditions désertiques chaudes et secs. Il n'y a aucune raison de croire que ce n'était pas le cas dans le passé. Les grès peuvent désormais se former dans différents types de milieux naturels, mais il est généralement facile de faire la distinction entre ceux qui étaient autrefois des dunes de sable et ceux qui se sont déposés le long des plages de sable ou dans les rivières. Par exemple, les gros grains et les galets ne sont pas facilement transportables par le vent, de sorte que les dunes de sable se caractérisent par de petits grains qui se déposent beaucoup plus uniformément que ceux des sables côtiers ou fluviaux. En plus, la structure en couche qui reflète la séquence réelle de la sédimentation est très différente dans ces deux cas. Mais si les dépôts de dunes étaient assez fréquents au Permien, ils ne sont pas la seule preuve de la sécheresse du climat. Cette époque se singularise par des strates d'évaporites ou des dépôts de sel formés dans des conditions où les bassins d'eau de mer sont isolés de l'océan ouvert et s'assèchent simplement, ne laissant derrière eux que des dépôts de sel qui ont été dissous. Comme les dunes de sable, les dépôts d'évaporites indiquent un climat chaud et sec. Il y a désaccord parmi les géologues quant à la signification des faits que nous venons de considérer pour comprendre le climat global au Paléozoïque. La Pangée était traversée par l'équateur et de nombreux dépôts d'évaporites et de dunes provenaient de basses latitudes. Peut-être que le climat de cette époque n'était pas si chaud et que leur prédominance n'est que le résultat de la situation géographique. Mais la vaste masse continentale de la Pangée a eu un climat sec à l'intérieur avec des fluctuations de températures extrêmes d'été chaud et d'hiver froid. Cependant, grâce à la découverte de gisements de charbon à certains endroits, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la partie du territoire de la Pangée, la plus proche de l'équateur, était couverte de forêts tropicales humides. Il est difficile d'imaginer à quel point le climat était différent sur ce supercontinent préhistorique. Par conséquent, contrairement aux données disponibles, il convient d'être prudent dans leur interprétation. Il n'est pas facile de reconstituer avec une grande précision les détails du climat de la Terre il y a 1/4 milliard d'années. Mais quels que soient les détails, nous savons que les continents bougent lentement et que l'effondrement de la Pangée a pris beaucoup de temps. L'influence de cette très grande masse terrestre sur le climat s'est poursuivie pendant une grande partie du Mésozoïque. Les fossiles préhistoriques aident les scientifiques à comprendre à quoi ressemblait la vie à l'époque de la Pangée, il y a environ 300 millions d'années. Au début du Permien, la dernière période du Paléozoïque, les mammifères primitifs vivaient déjà sur des terres abondamment couvertes de forêts. C'est à cette époque que les reptiles ont commencé à émerger et à se multiplier rapidement. Il s'avère qu'il n'est possible de trouver ces restes fossiles que pour une raison simple. Tous les continents formaient autrefois une seule terre et n'étaient pas séparés par les eaux des océans. Cynonatus était un reptile qui vivait sur notre planète pendant la période du Trias, c'est-à-dire lorsque la Pangée existait. Les scientifiques ont découvert les restes de cet animal en Amérique du Sud et en Afrique. Les restes de l'Istrosaurus, autre reptile terrestre, ont été retrouvés en Inde, ainsi qu'en Antarctique et en Afrique. Si cette terre ne faisait pas partie d'une seule Pangée,
la découverte des restes préhistoriques de l'Istrosaurus dans des endroits si éloignés les uns des autres serait tout simplement impossible. Les preuves paléontologiques indiquent clairement la validité de la théorie de l'existence et de la division de la Pangée. De nombreuses espèces d'animaux vivaient sur la Pangée, et la plupart d'entre elles étaient très différentes de la faune moderne. Par exemple, les Traversodontitae représentaient une famille d'herbivores qui étaient censés être les ancêtres des mammifères d'aujourd'hui, et à l'époque de la Pangée, ils étaient particulièrement nombreux. Au cours de la période du Trias, les premiers archosaures, dont le fameux fossile Archaeopteryx, sont apparus sur Terre et sont finalement devenus les ancêtres des crocodiles et des oiseaux modernes. À la fin de la période triasique, comme nous l'avons mentionné précédemment, les dinosaures ont également habité notre planète. Cependant, ces nouveaux dinosaures ne ressemblaient pas tout à fait à ceux de Jurassic Park. Les chercheurs pensent que ces dinosaures avaient des os très poreux et qu'ils étaient couverts de plumes et non d'écailles comme les reptiles qui nous sont familiers. La majeure partie des organismes vivants à cette époque habitaient les mers. Les organismes ont inondé tous les habitats possibles, capturant les plans d'eau douce et les eaux peu profondes. Les organismes herbivores, notamment les tabulés ou les coraux, qui sont des animaux pourvus d'un squelette calcaire, également les archéocytes, reconnus comme les éponges de mer, et les bryozoaires, qui sont des animaux microscopiques vivant en colonies aux formes très variées. Au cours de cette période, de nombreuses classes et types d'êtres vivants sont apparus. Au tout début, tous les organismes vivants vivaient dans les mers, et les plus développés d'entre eux étaient des poissons, de nombreuses espèces de coraux et des trilobites, des arthropodes marins qui ont vécu exclusivement au Paléozoïque. Les amphibiens sont moins nombreux et restent surtout dans l'eau. La plupart des espèces qui vivaient sur la Terre pendant l'existence du supercontinent de la Pangée sont devenues les ancêtres de la faune moderne. Des végétaux plus évolués ont fait leur apparition à l'époque de la Pangée. En effet, la diversité des végétaux de couleurs différentes explose. La fécondation n'est plus liée à la présence d'eau liquide. La dissémination est devenue un facteur important. Le pollen peut parcourir des milliers de kilomètres pour féconder un gamète femelle, les graines sont transportées par le vent, les animaux et même l'eau permettent aux espèces de conquérir de nouveaux territoires. Les données palynologiques sur les spores et les pollens indiquent une décimation des gymnospermes, les plantes à graines nues représentées aujourd'hui par les conifères, et leur remplacement surtout dans l'hémisphère nord par des lycopsides qui sont aujourd'hui de petites plantes frêles évoquant des mousses. Durant le Paléozoïque, les végétaux pouvaient être beaucoup plus grands. Le genre Pleuromeia des plantes éteintes était fortement représenté. De nombreux spécimens fossiles ont été trouvés en Russie, en Europe, en Chine et en Australie. Leurs tiges dépourvues de feuilles atteignaient 2 à 3 mètres. La place dominante des spores de lycopsides et de fougères indique une stratégie de survie. Dans l'hémisphère sud de la Pangée, la flore du Permien était essentiellement composée de Glossopteris, des fougères éteintes à graines pouvant être arborescentes. Les spécimens fossiles trouvés sont des feuilles de 2 à 30 cm de long. Après l'extinction massive de la crise Permien-Trias, elle a été remplacée par la flore à Dicroidium, qui était du même type. Cependant, on observe surtout une pénurie de plantes fossilisées et l'absence de charbon. Une forte croissance de microfossiles à parois organiques est constatée. Ces derniers ont été interprétés comme des fossiles de champignons et ont participé à la décomposition des plantes. Autrement dit, les continents auraient porté une masse importante de végétaux en putréfaction. Aujourd'hui, le ginkgo biloba est la seule espèce restante de l'ordre des Ginkgoales, dont les débuts coïncident avec ceux du Permien, il y a environ 280 millions d'années.
l'arbre Ginkgo biloba peut atteindre 40 mètres de hauteur et vivre plus de 1000 ans. Les feuilles de ce fossile vivant sont largement utilisées dans les médicaments à base de plantes. Déjà habité par des formes de vie bizarres, des prototypes de dinosaures, des requins et des reptiles de taille énorme, c'est à la fin de la période permienne que s'est produite l'extinction la plus importante de toute l'histoire de la Terre. Une extinction massive s'est produite il y a environ 252 millions d'années. Cette période s'appelle l'extinction massive du Permien. À la suite de cette extinction massive, se trouvaient parmi les survivants des créatures qui sont devenues des parents des oiseaux modernes. Les premières espèces de dinosaures sont également apparues à la même époque. À la fin de la période permienne, selon les dernières estimations des scientifiques, 93 à 97% de tous les habitants des mers et près de 2/3 des animaux et des plantes terrestres ont disparu. La principale raison retenue comme hypothèse est une terrible catastrophe, il y a 252 millions d'années, qui a pratiquement détruit les anciennes grandes forêts et a provoqué par la suite la plus grande extinction de masse de tous les temps. Néanmoins, cela reste l'un des plus grands mystères pour les paléontologues. Selon de nombreux scientifiques, l'extinction de la majeure partie de la biomasse de la planète est le résultat de la formation du supercontinent, la Pangée. Dans une étude menée par des scientifiques chinois, les auteurs rapportent qu'à l'heure actuelle, des chercheurs du monde entier ont accumulé un ensemble de preuves suffisant pour expliquer les changements climatiques graves sur la Terre il y a 252 millions d'années. Parmi les principaux indicateurs, une forte diminution de la saturation en oxygène de l'océan mondial et une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tels que le dioxyde de carbone et le méthane. En raison des pluies intenses, la composition chimique de l'eau de mer a changé, ce qui a provoqué la disparition des coraux. Dans le même temps, à la suite du réchauffement climatique, la composition chimique de la Terre a été modifiée et elle s'est progressivement transformée en un désert sans vie. Le cataclysme s'éternise pendant des millénaires et le pendule climatique oscille dans un sens ou dans l'autre. Les périodes de réchauffement sont remplacées par une vague de froid. Selon cette hypothèse, la source de tous les troubles se situait dans le mouvement à grande échelle des plaques tectoniques qui s'est produit 50 millions d'années avant le début des cataclysmes répertoriés. Lors de collisions, une partie des plaques s'est enfoncée dans le manteau, ce qui s'est accompagné d'un épaississement de la croûte terrestre et d'une augmentation de la profondeur de l'océan mondial. C'est alors au début du Permien, il y a environ 300 millions d'années, que ces processus géologiques ont provoqué une inversion du champ magnétique terrestre lorsque les pôles magnétiques de la planète se sont inversés. Plus important encore, une grande quantité de matière froide s'est retrouvée dans le manteau, où une sorte de panache s'est formée. Depuis des millions d'années, du fait de la convection thermique, une partie de la substance de ce panache s'est retrouvée à la surface. Cela s'est produit pour la première fois il y a 251 millions d'années sur le territoire de la Sibérie moderne, lorsque la lave couvrait de plus de 4 millions de kilomètres carrés de la Terre, une immense zone correspondant à 7 fois la superficie de la France. En plus, un autre trou similaire dans la croûte terrestre s'est formé il y a 260 millions d'années dans le sud de la Chine moderne. Ce sont ces deux éruptions qui se sont produites à la suite de la convergence massive des plaques tectoniques que les scientifiques chinois appellent la source de tous les malheurs, sous forme de gaz à effet de serre et de pluies acides qui ont frappé la planète avant même l'apparition des dinosaures. Il convient de noter que tous les scientifiques ne partagent pas l'avis de leurs collègues chinois. L'écart de temps le plus critiqué est de 50 millions d'années entre la formation de la Pangée et les éruptions volcaniques. Certains scientifiques pensent que les raisons doivent être recherchées chronologiquement plus près de l'extinction elle-même. Ainsi, la conséquence la plus importante de la formation et de la désintégration de la Pangée a été l'extinction massive
ce qui a entraîné des changements dans la population de la Terre avec l'émergence de diverses nouvelles espèces de plantes et d'animaux à l'ère suivante. Et si la Pangée n'avait pas rompu? Si l'on corrèle l'aspect actuel de la Terre avec son image du temps des dinosaures, il sera difficile de trouver des similitudes. Les pays seraient complètement différents. Beaucoup d'entre eux auraient une situation géographique différente, donc un climat différent. Par exemple, la Sibérie pourrait se trouver dans la zone subtropicale et être similaire à la Californie d'aujourd'hui. Non seulement la position des pays et leur climat changeraient, mais aussi la faune. Si la Pangée ne s'était pas disloquée, la Terre serait désormais habitée par d'autres espèces d'animaux qui nous sont inconnus et dont on ne peut qu'imaginer la diversité. Par ailleurs, un seul continent implique une facilité de mouvement. Le transport terrestre deviendrait encore plus populaire, puisque n'importe quelle zone de la Pangée pourrait être atteinte par voie terrestre. Le transport aérien deviendrait certainement encore plus rapide et plus pratique. L'absence de frontières maritimes rendrait tout conflit politique plus dangereux. Les conditions de déclenchement d'une guerre seraient simplifiées, car les mouvements de troupes seraient plus rapides. Mais qui dit que l'espèce humaine aurait pu évoluer aussi rapidement? Et plus simplement, est-ce que l'espèce humaine aurait pu voir le jour si le supercontinent ne se serait pas disloqué? La fusion des continents est un processus cyclique. D'après le cycle de Wilson, il semblerait que les supercontinents se forment par cycle, se rassemblant et se fragmentant par le jeu de la tectonique des plaques tous les 400 à 500 millions d'années. Ce qui signifie qu'un jour, la Pangée deviendra une réalité. Mais les continents progressent les uns vers les autres si lentement que malheureusement, nous ne sommes pas destinés à voir quelles seront exactement les conséquences de leur unification en un seul supercontinent. Il ne reste plus qu'à deviner et à construire diverses théories à cet égard. Avec l'avancée des travaux scientifiques, les chercheurs sont de plus en plus convaincus qu'approfondir la recherche paléogéographique et restituer l'apparence de la Terre du passé avec la plus grande précision est d'une importance majeure. Cette recherche avance parce que plus les reconstitutions passées de notre planète sont détaillées, plus les prévisions sur l'évolution future de la Terre seront précises. Avant la Pangée, il y avait d'autres supercontinents. La Pangée elle-même a été assemblée à partir de continents plus anciens, mais ce n'était rien de plus qu'un bref épisode d'unification, et avant et après, des morceaux de terre fragmentés ont été séparés pendant longtemps par des mers et des océans. Les anciennes masses continentales ont été cousues ensemble par l'évolution tectonique comme un patchwork fou. Le matériau des anciens continents a toujours été utilisé de la même manière pour constituer les supercontinents, mais seulement il était découpé différemment que sur les atlas d'aujourd'hui. Dans un temps passé, les premiers continents étaient séparés par des océans. Mais peu à peu, à mesure que les continents convergeaient en une seule terre, les océans se fermaient et un supercontinent se formait. Rappelons que, selon la théorie existante de la dérive des continents, la formation d'un supercontinent à partir de l'association de continents existants est un processus cyclique qui se répète tous les 500 millions d'années. On estime que la moitié du temps écoulé depuis le changement de localisation des continents est déjà passé. Cela signifie que dans environ 250 millions d'années, la Terre changera à nouveau. Une prochaine Pangée hypothétique, appelée Ultima, apparaîtra, qui comprendra l'Afrique, l'Australie, l'Eurasie, les Amériques et l'Antarctique. Peut-être qu'un jour, tous les continents actuels convergeront vers le territoire occupé par l'océan Pacifique, et comme cela s'est déjà produit dans l'histoire de la Terre, ils formeront un supercontinent, de sorte que plus tard, avec le temps, lorsqu'il se divisera en parties séparées, ils repartiront en sens inverse. Le prochain cycle de mouvement des continents va commencer. Déjà maintenant, tu peux voir que le rift de la mer Rouge s'ouvre. L'Afrique se rapproche de l'Eurasie, à raison de 3 à 4 cm par an. Par conséquent, la mer Méditerranée se ferme progressivement. L'océan Atlantique s'agrandit, l'océan Pacifique se rétrécit. La plaque indienne se déplace vers le nord
et tel un fer sillonne la plaque eurasienne, ce qui entraîne également la croissance du plateau tibétain. Toutes les observations modernes sont basées sur des données paléomagnétiques relatives à la vitesse et à la direction du mouvement. La géodésie par satellite ou géodésie GPS permet de déterminer de manière fiable quelle plaque se déplace dans quelle direction et à quelle vitesse. Par conséquent, les modèles et les hypothèses existants ont une justification physique. Ce n'est pas de la fiction, mais des observations à long terme du mouvement des plaques. Selon ces modèles, dans environ 30 millions d'années, l'arc insulaire japonais rejoindra la côte extrême orientale russe. À l'échelle des temps géologiques, il est possible qu'un bassin maritime interne s'ouvre d'abord à l'intérieur du continent eurasien, puis il est envisageable que les plaques sibériennes et de l'Amour se séparent à nouveau et qu'un bassin océanique s'ouvre entre elles. Dans 250 millions d'années, le continent nord-américain tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'Alaska se retrouvera dans la ceinture subtropicale. L'Eurasie continuera de tourner dans le sens des aiguilles et les îles britanniques seront un pôle nord, tandis que la Sibérie sera dans les régions subtropicales. La mer Méditerranée se fermera et à sa place se formeront des montagnes d'une hauteur comparable à celle de l'Himalaya. La prochaine Pangée Ultima sera recouverte à 90% de désert. Au nord-ouest et au sud-est du continent, il y aura des chaînes de montagnes géantes. Autrement dit, notre planète sera quelque peu similaire à ce qu'elle était il y a environ 335 millions d'années. Ces processus ne s'arrêtent pas, et nous pouvons l'observer grâce aux tremblements de terre. Les événements sismiques traduisent le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Tu as probablement déjà compris qu'aujourd'hui notre planète est complètement différente de ce qu'elle était à l'époque de la Pangée. Néanmoins, les chercheurs sont convaincus que l'apparence actuelle de la Terre ne sera pas éternelle et qu'à l'avenir, un immense supercontinent comme la Pangée y réapparaîtra. Tout au long de l'histoire de la Terre, les continents ont convergé et divergé, formant parfois des supercontinents, puis se séparant à nouveau. Donc cela se reproduira très probablement à l'avenir. Déjà maintenant, l'Australie se rapproche progressivement de l'Asie, ce qui indique en fait la possibilité de l'émergence d'un futur supercontinent dans cette zone du globe terrestre. Combien de temps faudra-t-il pour qu'une masse continentale aussi massive se forme? Un processus similaire peut prendre de 300 à 400 millions d'années, et le même temps est nécessaire pour la division d'un supercontinent en plusieurs masses continentales plus petites. La Terre change de forme, elle n'est pas statique. Et si les contours des continents et des océans qui nous sont familiers sont représentés sur un globe, cela ne signifie pas qu'il en a toujours été et qu'il en sera toujours ainsi. Et l'apparence moderne de la planète n'est qu'un phénomène temporaire. À ce jour, les scientifiques ont mis au point une échelle d'habitabilité climatique de la planète. Selon cette échelle, la Terre a actuellement une habitabilité de 85%. Cet indicateur n'inclut pas les territoires de la région arctique et de l'Antarctique, où la température moyenne est inférieure à 0 degré Celsius. Les scientifiques ne se sont pas arrêtés dans leurs recherches et ont décidé de déterminer les conditions climatiques et le niveau de population de la planète sur le nouveau supercontinent qui se formera à l'avenir. En cas de formation de la Pangée Ultima, le climat de la Terre sera complètement différent car tous les continents seront réunis dans la zone équatoriale. Les calottes glaciaires ne resteront que sur les sommets des plus hautes montagnes, de sorte que le soleil se reflètera à peine dans l'espace. En conséquence, la température moyenne sur la Terre sera similaire à la période mésozoïque, lors de la précédente Pangée, et sera de 20,7 degrés Celsius. À cet égard, le niveau d'habitabilité sur le prochain supercontinent sera de 99,8%. En plus, comme la plupart des territoires seront situés dans les zones climatiques équatoriales et tropicales, la biodiversité de la planète sera également exceptionnellement élevée. Le niveau actuel de compréhension de la tectonique des plaques ne permet pas encore de prédire avec précision à quoi ressemblera le nouveau continent unique. Mais les scientifiques ne doutent plus du fait qu'il se formera dans des millions d'années.